Au menu ce soir, attachez votre ceinture. La guerre tarifaire est en train de prendre une tournure qui risque de faire mal. Quelle riposte le Canada doit-il réserver aux Américains? Bien, on aura des détails demain, mais déjà le monde politique il vote ses propositions en fait. Et 11 milliards de dollars pour le chantier naval Davie. C'est une annonce qui ne pouvait pas mieux tomber. Il est 22 h, je m'appelle Michel Bérère et ils sont de retour. Voici les débatteurs. Autour de la table ce soir pour cette 5e saison de débat. Victor qui était là depuis le premier débat. On a Victor, Valérie, Alain. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Et on accueille ce soir un débatteur invité. Il s'appelle Hugo Langlois, animateur, chroniqueur, ex-candidat conservateur également au fédéral. Tu as tenté ta chance. Bienvenue au débatteur. Merci d'être là. C'est un honneur d'être là. Un gars de Québec, oui. pour le mentionner. J'arrive tout juste d'ailleurs. Oui, exactement. Merci d'avoir fait la route ce soir. Alors, on va continuer nos bonnes habitudes avec les mots de l'actualité en ce premier jour de notre retour d'émission. On a Victor et Valérie là-dessus. Victor, trahison. Il n'y a pas vraiment d'autres mots pour décrire ça. Aujourd'hui, Vincent Marissal a annoncé qu'il était candidat du PQ contre Étienne Grandmont, député solidaire, qu'il avait appuyé lors de la course à la chefferie. Je suis convaincu que M. Grandmont a dû se dire que c'est une grande trahison de la part de Vincent Marissal. J'espère pas avoir des amis comme ça, parce qu'avec des amis de même, t'es mieux de pas avoir d'ennemis. Ouais. J'ai l'impression qu'on va reparler de M. Marissal à quelques reprises. Valérie, D-Day. Oui, parce que c'est une annonce du gouvernement Trump, le pas en lien avec les tarifs, mais plutôt des sanctions qu'ils vont imposer à l'Iran. On veut écraser carrément leur économie. Alors, on verra si tout ça a un effet. On sait par le passé, sanctions, c'est pas nécessairement, ça veut pas dire que tout s'arrête et que c'est gagné. Oui, bon, il n'y a pas que l'Iran qui est dans la mire du président américain. On le voit, le Canada aussi. Rappel, samedi, Donald Trump a imposé des tarifs de 50 sur des centaines de produits canadiens. Il veut en ajouter d'autres à la liste dès le mois de janvier. Le Canada va annoncer demain des contre-mesures, mais aussi de nouvelles aides. Chose certaine, cette guerre commerciale est aussi une guerre de mots, comme nous le résume Sabrina Rivet. C'est une autre menace tarifaire qui s'ajoute au tableau. Cette fois-ci, Donald Trump qui souhaite imposer des tarifs douaniers de 50 au secteur de l'automobile, et ce, dès le 1er janvier 2027. Ces tarifs toucheraient, entre autres, toutes les voitures, les pièces automobiles, mais aussi les camions. C'est ce qu'il a annoncé dans une publication sur Truth Social. D'ailleurs, le président américain en a profité aujourd'hui pour dire que le Canada figure parmi les pires nations au monde avec lesquelles traiter. Et il a ajouté aussi ceci. Il se croit tout permis et pourtant, nous n'avons pas besoin du Canada. C'est eux qui ont besoin de nous. 95 de leur chiffre d'affaires provient des États-Unis, alors que pour nous, c'est exactement l'inverse. De plus, il y a aussi le vice-président J.D. Vance qui s'est aussi attaqué au Canada. Il a dit que le Canada est un État et s'est ensuite excusé. Et disons que ce ne sont que des exemples de la joute verbale qui s'est vraiment intensifiée aujourd'hui entre le Canada et les États-Unis. On a le premier ministre de l'Ontario qui, on le sait, entretient une relation houleuse avec Donald Trump, qui ne s'est pas gêné lors de ses propos dans une entrevue radio. Well, he can kiss my ass as far as I'm concerned. We're going to go at him full steam. Bon, des propos qui ne laissent pas place à l'imagination. Il y a Donald Trump aussi qui est allé de critiques assez virulentes sur Doug Ford et le Canada dans une publication aussi sur Truth Social. Il a dit beaucoup de fanfaronnades de la part de Doug Ford, qui est le premier ministre de la province canadienne de l'Ontario. Il a également ajouté d'un petit peu plus bas, encore une fois, que sans les États-Unis, le Canada ne pourrait pas survivre. Donc, bien sûr, ça revient là, fréquemment. Et il a dit que la mauvaise gestion, c'était imputable au gouverneur Carney et à son larbin Ford. Donc, Doug Ford, d'ailleurs, qui a proposé de couper les exportations d'électricité et de minéraux critiques. Voici ce qu'il a pensé des attaques de Donald Trump. And you think an insult from him hurts me? Well, bring it on, buddy. I'm ready. Bring it on. You know something? I've dealt with guys like you my whole life. And guess what? You all become losers because you're a loser. President Trump underestimates us, and that's the biggest mistake, underestimating your opponent. Bon, et maintenant, que dit le premier ministre canadien dans toute cette tourmente? Eh bien, Mark Carney, en conférence de presse à Lévis, a dit que le Canada doit rester fort devant ces menaces tarifaires. Nous serons calmes, nous serons positifs, nous allons coopérer. Pour le moment,
à ce moment actuel, on a beaucoup à faire dans ce contexte. Et point final, comme Madame la Première ministre vient de dire, rien n'est exclu. Bon, et je rappelle que le gouvernement canadien souhaite imposer des contre-tarifs. Ça pourrait se faire là, à partir du 8 septembre prochain. Vous le voyez là, ici, la chronologie quand même en très peu de jours, et s'est passé beaucoup de choses concernant les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis. On avait mercredi le 19 août, donc ce sursis. Finalement, vendredi le 21 août, Mark Carney qui a suspendu les négociations. Et samedi, finalement, le 22 août, c'est là vraiment que les tarifs de 50 % ont débuté. Et on pourrait ajouter à ce tableau janvier 2027. Dis-moi, Valérie, pourquoi Donald Trump choisit la date du 1er janvier 2027 pour les nouveaux tarifs, entre autres sur l'automobile? Bien, clairement, on a voulu avoir une certaine distance. Est-ce qu'on veut se donner une possibilité de retourner éventuellement à la table de négociation parce que le Canada veut réagir le 8 septembre. Après ça, c'est seulement en janvier. Et entre ça, il y a quoi? Des élections de mi-mandat, donc le 3 novembre prochain. Alors, est-ce qu'il va vraiment se rendre jusqu'au mois de janvier et imposer ces tarifs-là? J'en doute quand même. Je reste prudente, mais je ne suis pas certaine qu'on va se rendre jusque-là. Oui, mais cette menace-là, ça risque également de nuire à l'économie canadienne, selon toi? Oui, bien, ça risque absolument de nuire à l'économie canadienne si on s'en va s'attaquer au secteur de l'automobile. Ouais. Juste l'idée de dire qu'il y aura peut-être des tarifs. Je me mets à la place d'une entreprise, d'une compagnie, d'un constructeur automobile. Est-ce qu'on va s'établir vraiment au Canada en se disant qu'il y aura peut-être 50 % de tarifs? Bon, Victor, tu t'attends à quoi des contre-mesures qui seront annoncées par Mark Carney demain? Bien, je m'attends justement à ce que ça suive une logique de dollar pour dollar, mais en même temps, je pense qu'il y a une certaine prudence à avoir du côté canadien. Il ne faut pas perdre cette position de celui qui se fait agresser, parce qu'au niveau international, on a quelque chose à gagner dans cette posture-là également. Jusqu'à maintenant, Mark Carney semble avoir bien géré cette sortie de négociation. Je pense que c'était dans son intérêt, on le voit dans sa popularité des dernières heures, de sortir de celle-ci. Maintenant, cette riposte, elle devrait être à la hauteur de ce que les Canadiens attendent, en essayant de faire le moins mal possible aussi. Alain, Mark Carney, est-ce que Mark Carney doit convoquer le Parlement à Ottawa ou non, comme le demande Pierre Poilievre? C'est ça. Pierre Poilievre aimerait bien ça, mais on connaît Mark Carney qui n'est pas un amoureux là, des travaux parlementaires. Je serais vraiment surpris, surtout que là, il y a tout le terrain pour lui, médiatiquement, pour parler directement aux Canadiens, au lieu d'être obligé de répondre aux questions lors de la période de questions-réponses. Bon. Hugo, est-ce qu'on doit prendre tout ça avec un grain de sel ou pas? Avec du calme? Du calme, oui. Aujourd'hui, puis je vais en surprendre quelques-uns peut-être, Team Mark Carney, là aujourd'hui, c'est assez. On s'est fait passer le gant dans le visage depuis 2025. Là, elbows up pour vrai. On verra ce que ça va donner. On attend les contre-mesures, mais moi, je mise beaucoup là-dessus. Là, je pense que la population est derrière lui et c'est l'élément le plus important. Oui, on le voit avec les sondages. Hein? D'ailleurs, bon, demain, rappelons-le, c'est là qu'on va savoir un peu plus de détails là, sur quelle forme va prendre la riposte canadienne aux tarifs américains. De son côté, le premier ministre, la première ministre du Québec, croit qu'il faut miser sur nos forces et sur de nouveaux partenaires commerciaux. Christine Fréchette n'est pas en faveur là, de la réplique dollar pour dollar que le premier ministre Carney a l'intention d'imposer le 8 septembre prochain, mais elle souhaite que la réplique canadienne ait un impact maximal sur les États-Unis et minimal sur le Québec. C'est un nouveau paradigme dans lequel on évolue. Et il faut d'abord et avant tout reposer le plus possible sur nos propres ressources, nos propres talents, en même temps développer des nouvelles alliances. Et je dois vous dire qu'en matière de représailles, nous allons regarder ce qui est possible d'adopter comme mesure. Je pense qu'il faut aller là où c'est peut-être un peu plus sensible. Mais par ailleurs, pour l'instant, je ne veux rien exclure. Fréchette qui sera bientôt en campagne électorale, comme tous les chefs. On attend le déclenchement officiel. Alain, Hugo, cette crise tarifaire-là, est-ce que c'est un avantage ou un risque pour une première ministre en campagne électorale? Je pense qu'il n'y a personne qui est heureux de ce qui se passe, mais en dedans d'elle, Christine Fréchette doit dire c'est la plus belle bouée qui vient d'apparaître pour m'aider dans la situation dans laquelle était la CAQ. C'est clair que lorsqu'il arrive ces situations-là, tout le monde se rallie en situation de crise. Puis ça met les oppositions dans une mauvaise posture parce qu'ils doivent faire partie de Team Québec, Team Canada, mais en même temps, ils cherchent à contredire, à trouver des failles dans les positions du gouvernement. Elle prend l'avis de première ministre, non pas de candidate. C'est assez fort pour elle. T'es d'accord avec ça? Elle doit être plus claire, par exemple. Parce qu'elle a le beau rôle avec Doug Ford, qui brasse la cage, des fois peut-être même un peu trop. Elle peut ressembler à ce qu'on appelle un adulte dans la pièce. Mais là, sa position n'est pas claire.
Aujourd'hui, je pose la question, elle veut quoi? Elle avance dans quelle direction? Ça, c'est moins clair. Donc, elle a le ballon. Il ne faut pas qu'elle oublie que la ligne des buts, c'est dans une direction bien précise. Alors, il va falloir qu'elle réussisse à marquer un toucher avec ça parce qu'on la regarde. Bon, Christine Fréchette, selon toi, Victor, est-ce qu'elle pourrait faire un Mark Carney d'elle-même et se faire élire, elle aussi, grâce au conflit avec les États-Unis? Les circonstances devraient être exceptionnelles. C'est une question mathématique. Moi, je pense que, par exemple, cette situation favorise n'importe quel chef fédéraliste qui ne veut pas de référendum. Et je pense que le grand perdant de la journée, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui va devoir présenter son option dans un calendrier complètement différent puis un contexte extrêmement instable. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le Parti québécois, surtout. En quelques secondes, Valérie, est-ce que tu t'attends que ce soit la question de l'urne ici au Québec le 5 octobre? J'espère que ça va être une des questions de l'urne, pas juste ça, parce que je pense qu'on a aussi d'autres chats à fouetter en matière de logement, d'accès à la propriété, les gens qui ont de la difficulté. Oui, exactement, infrastructure. On a de la difficulté à payer notre épicerie. Donc, le coût de la vie en général, il y a ça aussi qui est vraiment prioritaire. Beaucoup plus longtemps qu'un mandat de Donald Trump. On va avoir l'occasion de discuter de tout ça au cours de cette saison qui s'annonce pas mal chargée, entre autres côté politique. Utiliser l'électricité pour mettre la pression sur les États-Unis, ça a été évoqué, entre autres du côté de Donald Trump, mais également Québec solidaire ici au Québec. Pour ou contre augmenter le prix de notre électricité vendue aux États-Unis? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez y répondre sur nouveau.info en balayant le code QR. Et n'oubliez pas de commenter également. Bon, le message est clair. Les Canadiens serrent les rangs derrière le premier ministre Carney. Il y a 3 Canadiens sur 4 qui appuient sa décision de refuser l'entente proposée par Washington. Et en réaction à cette reprise en force de la guerre commerciale, ils reprennent le boycottage des produits américains. Reportage, Lily Mercure. C'est notre souveraineté, c'est notre autonomie. Je vois pas pourquoi j'aurais intérêt à encourager des gens qui veulent nous assimiler. Comment les nouveaux développements dans la guerre tarifaire avec les États-Unis vont affecter les habitudes de consommation des Québécois? Maintenant, c'est pour boycotter les Américains, je suis le premier. S'ils veulent mettre des barrières, on va être obligé de mettre des barrières aussi, parce qu'on va pas se faire marcher dessus. Il y a eu un boycott important des produits américains l'année dernière, mais le mouvement a commencé à s'essouffler au printemps, notamment en raison de l'inflation. Les plus récentes données du Conseil québécois du commerce de détail révèlent que la proportion de Québécois qui veulent éviter à tout prix les produits américains est passée de 59 % en avril 2025 à 49 % au début du mois d'août. Ça va donner quand même un coup de fouet à nouveau. Je mettrais juste un bémol où il faut faire attention, c'est que il faut pas oublier le commerce déloyal et peut-être qu'une partie va être intéressée à acheter sur des sites comme Temu et Shein qui ne sont pas américains, mais qui sont pas chers et qui risquent d'influencer aussi le fait d'acheter autre chose que de l'achat local. C'est certain qu'il va y avoir plusieurs entreprises qui vont être affectées par les tarifs américains et vont rechercher de nouveaux marchés. Alors, c'est peut-être quand même assez opportun de voir les épiciers et les consommateurs supporter nos entreprises locales plus que jamais, là, parce que vraiment, ça va faire mal. Là. On parle de 1,5 à 2 milliards de dollars de ventes aux États-Unis. On n'arrête plus l'Américain. Tu as bien vu les produits canadiens, c'est de meilleure qualité. Les Québécois, ben oui, les bonnes fraises du Québec. Avec tout le coût de la vie qui augmente, des fois, on n'a pas le choix. Mais c'est sûr que si j'ai le choix entre canadienne et américain, je vais choisir canadienne. En terminant, 81 % des Québécois disent augmenter leurs achats dans les commerces locaux, d'après le Conseil québécois du commerce de détail. Et ça se ressent sur le terrain. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Bon, Victor Alain, il faut que les consommateurs se préparent quand même là, à faire des sacrifices, selon vous. Ah, tout à fait. On appuie actuellement Mark Carney dans sa position, mais il faudra aussi y mettre, malheureusement, les moyens de l'appuyer. Et ça risque d'avoir un effet sur l'inflation. Maintenant, en même temps, ça peut encourager les gens à consommer des produits locaux qui pourraient être moins chers à cause de ces contre-tarifs-là, notamment. Oui, puis moi, je rajouterais, je pense que là, on regarde ce qui se passe à court terme, mais peut-être à long terme, on va se rendre compte des effets bénéfiques de tout ça. Je regarde qu'on parlait de remettre de l'alcool américain sur les tablettes. On entendait les gens dire, remettez-les, moi, j'en consommerai pas plus. Ouais. Fait que je pense que là, il est en train de rentrer dans la culture des gens, peut-être l'idée d'acheter localement, faire attention. En tout cas, moi, je le regarde. Là, quand je vais aller faire l'épicerie maintenant, là, je regarde automatiquement si c'est étiqueté américain, États-Unis. Si c'est le cas, je change de produit, même si c'est ça que j'avais le goût de manger. Là. Mais on sait que ça va faire mal sur notre portefeuille. Est-ce que les gouvernements ne doivent pas arriver avec des mesures justement pour nous donner un coup de pouce? 2 types. Le soutien aux industries. Québec a déjà annoncé des trucs. On aura éventuellement la couleur de ce que va nous offrir Ottawa, ou offrira Ottawa aux industries. Mais l'autre élément, on
on ouvre les yeux. Tu sais, la loi au Québec là, sur les électroménagers qu'on veut réparer éventuellement, l'industrie nous dit que ça va faire bondir les prix de 30 à partir du 5 octobre. Est-ce qu'on peut prendre une pause? Deuxièmement, la taxe d'assises sur l'essence qui est déjà retirée. Conservons ça, notre air d'aller. Valérie, les entreprises aussi vont avoir besoin d'encore plus d'aide. Mentionnons, c'est important de le mentionner, tu es membre du comité consultatif sur les relations économiques canado-américaines. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les entreprises, selon toi? Et justement, dans les rencontres du comité, c'est ce qui ressort des gens, autant du parti patronal que syndical, c'est d'aider les travailleurs, mais les entreprises dans les secteurs névralgiques qui vont avoir besoin d'aide beaucoup au Québec parce qu'on va être touché par ces tarifs-là. Bon, on est déjà touché. Il y aura un effet sur le long terme. Alors absolument, il va falloir trouver des façons de les aider, mais c'est pas viable à long terme non plus. On peut pas juste aider ad vitam aeternam. OK, on va prendre une pause sur ce sujet. On va revenir à 22h30 amplement sur la crise tarifaire. Mais après la pause, jusqu'à quel point un propriétaire peut utiliser le tribunal administratif du logement pour gérer ses locataires? Retour, on vous présente un cas extrême. À Montréal, il y a plusieurs locataires qui dénoncent les pratiques d'un géant immobilier sur l'île des Sœurs. L'entreprise Structure Métropolitaine imposerait des hausses de loyers abusives et négligerait l'entretien des immeubles. D'ailleurs, il y a plus de 4000 causes qui sont entendues au tribunal administratif du logement qui concernent cette compagnie. Reportage Véronique Dubé. Nous sommes sur l'île des Sœurs. Tous les immeubles que vous voyez, sans exception, appartiennent au même propriétaire, Structure Métropolitaine. Ça représente 3100 portes, valeur de 700 millions de dollars. Madame Grégoire vit ici depuis 45 ans. Elle dénonce le manque d'entretien et la présence de rongeurs, entre autres. Et en plus, on a eu 4 mois sans ascenseur. Plusieurs locataires exaspérés se sont réunis et ont contacté leurs députés. Elle a découvert que l'entreprise a plus de 4000 causes au tribunal administratif du logement. Elle a développé une pratique particulière qui consiste à faire signer un bail sur 2 ans. Et elle propose des hausses de loyer nettement supérieures au taux de 3,1 % que suggère le tribunal. La première année, une hausse très importante qui dépassait des fois de 2-3 fois les indices du TAL sans aucune pièce de justification. Et lorsqu'ils allaient pour négocier, on leur disait « Bon, mais on va étaler la hausse sur 2 ans. » J'avais jamais vu ça de ma vie. Puis moi, je pense que c'est une pratique qui devrait être contrôlée, voire interdite. La pratique n'est pas illégale, mais cette avocate rappelle que les locataires peuvent refuser de telles ententes. Ce n'est pas illégal de mettre un montant. Par contre, les locataires ont quand même des recours possibles. Selon l'enquête de Québec solidaire, sur 433 jugements épluchés, 95 % des causes ont été amenées devant le tribunal par le propriétaire. D'ailleurs, le tribunal est tellement engorgé que les délais s'élèvent maintenant jusqu'à 5 ans pour être entendus. Je parle de 2021 et depuis ce temps-là, j'ai toujours vu des augmentations qui n'étaient pas justifiées. Donc, je suis encore avec le TAL en fixation de bail. Le premier actionnaire de Structure Métropolitaine, c'est Boardwalk, basé à Calgary. Il faudrait un TAL juste pour Boardwalk. Selon Québec solidaire, c'est l'exemple parfait que la loi doit être réformée pour serrer la vis aux grands propriétaires. Il faut raccourcir les délais, puis il faut anonymiser les dossiers, surtout quand les locataires ne sont pas fautifs. Il n'y a jamais de retour à nos demandes. C'est très dur d'avoir un interlocuteur à qui parler. Bien là, on se dit, il y a tellement de gens qui sont insatisfaits. Il y a des limites. L'union fait la force. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info. Alain, le tribunal administratif du logement devrait être utilisé autrement, selon toi? Oui, sincèrement, Michel, ça m'enrage quand je vois ces choses-là. Moi, je suis la personne qui dit le gouvernement devrait s'ingérer dans le moins de choses, moins de paperasse. Mais dans ces situations-là, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui abuse du système. Puis là, j'entendais Québec solidaire qui disait on devrait mettre au pas les gros investisseurs. Non, non. Toute personne qui abuse du système, nos lois devraient permettre à des hauts fonctionnaires de prendre une décision puis mettre fin à ça. Puis ça se peut pas qu'on soit pas de mettre une ligne dans une loi pour dire quand quelqu'un remarque que quelqu'un a 4300 pour 3100 logements. On va dire, c'est pas besoin d'être un grand génie pour comprendre qu'il y a quelqu'un qui abuse. Victor, qu'est-ce qu'une histoire comme celle-là risque de faire sur la perception des gens sur la crise du logement? Bien, le problème, c'est que ça vient toujours nuire à cette perception des méchants propriétaires, des propriétaires qui sont là pour abuser des pauvres gens. Et c'est encore une image extrêmement négative pour une compagnie que, comme tu le dis, Alain, mérite d'être mise au pas parce qu'elle abuse d'un système qui ne devrait pas être abusé comme ça. C'est absolument horrible.
Cette histoire vous fait réagir. Vous avez des commentaires peut-être à partager là-dessus ou des idées de débat, écrivez-moi. Vous voyez mon adresse apparaître à l'écran. Grosse annonce aujourd'hui. Ottawa accorde un contrat de 11 milliards de dollars au chantier maritime Davie. L'entreprise de Lévis devra livrer 6 nouveaux brise-glaces d'ici 2038. Ils vont remplacer les navires vieillissants de la garde côtière canadienne. Le gouvernement fédéral prévoit la création de 5 000 emplois pendant la phase de construction et les retombées économiques sont considérables. On parle de 650 millions de dollars par année. C'est très important, surtout dans le contexte actuel où on sait qu'on doit diminuer notre dépendance envers les États-Unis. Cette annonce-là, ça fait des mois qu'on y travaille. Donc, je dirais qu'elle prend son sens, elle prend un sens nouveau dans le contexte actuel. Parce qu'on vient de dire ici, notre souveraineté, c'est d'avoir les capacités industrielles de bâtir les navires. Hugo, c'est une grosse nouvelle pour Québec, là. Superbe nouvelle. Le sens du timing est respecté. Là. Je veux dire, on n'aurait pas pu souhaiter mieux, surtout au sortir d'une fin de semaine où ça a brassé comme ça. On se présente, puis là, on met de l'avant souveraineté de l'Arctique. Ce dont Stephen Harper parlait en 2006. Ouais, le timing, justement, pour en lien avec la crise tarifaire, mais... Il y a des élections qui s'en viennent. C'est un bon timing pour Mme Fréchette et M. Carney? Très bon timing pour Christine Fréchette particulièrement. Puis elle est en train de démontrer qu'elle est capable d'avoir des ententes avec le gouvernement sans être en confrontation. Puis tantôt, Victor, tu disais mauvaise journée, mauvaise semaine, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui lui dit que le fédéral n'aide pas le Québec avec tout ce qui se passe. Là, Christine Fréchette doit être contente. Terre-Neuve, entente avec Terre-Neuve, entente des infrastructures. Elle a même dit qu'elle aimait beaucoup ces lundis avec Mark Carney. Mais en même temps, en crise tarifaire, la question du timing, à un moment donné, politique, c'est... Situation exceptionnelle, échéance exceptionnelle, on a besoin de ce genre d'investissement-là. Et vous savez, lorsqu'il arrive une crise comme celle-là, la première chose que le bureau du premier ministre fait, c'est de dire, OK, quel projet est prêt à être annoncé parce qu'on veut passer un message. Bravo et Davie, rappelons qu'il y a quelques années, on pensait fermer la devise. Oui, en effet. Valérie, en pleine guerre commerciale, la création d'emplois, c'est toujours gagnant. Bien, c'est important. Puis en plus, on va chercher aussi de l'acier de l'Ontario, de Sault-Sainte-Marie. Alors, il y a même des avantages pour les autres provinces canadiennes. Donc, je pense qu'en général, c'est une bonne chose à annoncer dans le contexte de dire création d'emplois, on a un chantier intéressant. Puis après ça, si ça donne, ça fait du bien à certaines personnes politiquement, bien après ça, est-ce que c'est une question de timing ou autre? Bien, clairement, on s'en va en campagne électorale. Ça peut assurer la survie d'emploi, la survie de la Davie. Ça fait des années qu'on entend parler des risques de fermeture. Ottawa, c'était le sujet de l'heure, les conservateurs, pour essayer de faire revivre la Davie. On n'y croyait plus. Là. Alors voilà comment on a vu l'actualité du jour. À vos cellulaires, tablettes, place au premier grand débat de la saison. On va parler de la guerre tarifaire, bien sûr, d'une possible riposte avec notre électricité, peut-être. Le débat commence dans 30 secondes.